IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aujourd'hui nous allons partir un peu dans le Pacifique avec Jean-Charles Granjon. Nous allons essayer de rencontrer les êtres de l'eau. Bonjour Jean-Charles Granjon. Bonjour Joël. Vous êtes biologiste, marin et plongeur professionnel de formation. Vous avez parcouru la planète comme chef opérateur de prise de vue sous-marine. Et ces dernières années, vous avez participé à des films environnementaux engagés. Et vous avez rencontré des apnéistes et autres watermen fascinants, tant par leurs prouesses aquatiques que par leurs approches de l'océan. Après avoir intégré l'équipe de Laurent Balesta pour un documentaire sur les requins en Polynésie française, vous avez également rejoint l'équipe du navire à énergie renouvelable, Energy Observer, et vous venez de réaliser un documentaire de 52 minutes, The Vawi. Donc ça se prononce Te Vaanui, l'Odyssée d'Ismaël. Ouais. L'Odyssée d'Ismaël, c'est quoi ce documentaire ? Donc Te Vaanui, ça signifie le grand voyage, ou la grande pirogue en fait, qui en Eoenata, donc le langage marquisien, donc va veut dire pirogue. Alors, vous êtes plongeur, à quel moment vous avez commencé à plonger ? J'ai commencé à plonger à 11 ans, mais j'aurais aimé commencer plus tôt. Je suis originaire en fait d'un petit village près de Lyon, donc j'étais pas proche de la mer, mais j'avais une profonde attraction pour l'eau en général, les rivières, les étangs. Je m'arrêtais, je pouvais passer enfant des journées entières devant une flaque ou une rivière en fait ou un étang. J'étais fasciné par ce qui se passait en dessous. Je me l'expliquais pas vraiment trop encore à ce moment-là. Je suis issu d'une famille d'aquaphobes, donc de personnes qui ont peur de l'eau. Donc j'ai grandi en fait avec à la fois cette fascination et quelque part cette répulsion induite de l'élément aquatique. Il se trouve que la fascination était plus forte et j'ai fini par tomber dans l'étang qui s'est transformé en rivière, qui m'a conduit jusqu'à l'océan. Et j'ai commencé à explorer en fait en tant que cinéaste, en tant que marin aussi, et plongeur, plusieurs zones de l'océan mondial. Vous vous rendez compte à un certain moment que vous voulez donner plus à la société que la part sociale qu'elle attendait de vous. C'est ça. Donc en fait, alors ça c'est quelque chose qui m'a toujours habité en fait. J'ai toujours voulu quelque part apporter une ouverture de regard que j'avais pu obtenir justement en plongeant, que j'avais pu obtenir en mer. Et j'ai toujours voulu donc la transmettre aux personnes qui vivaient à terre. Alors après, cette ouverture d'esprit, je pense qu'on peut l'avoir par plein de biais différents. Mon terrain de prédilection, c'était l'océan. J'ai voulu apporter quelque part un message de l'océan en fait, à terre. Et en effet, je ne me satisfaisais pas dans le fait de juste faire fonctionner cette société. J'avais besoin de prendre du recul par rapport à cette société et en même temps de chercher un peu les rouages, comprendre en fait où elle allait et peut-être à mon niveau, comme beaucoup de gens le font finalement, donner une direction qui soit peut-être plus respectueuse de l'ensemble du monde vivant, dont une grande partie vit dans l'océan, quoi. Oui, vous écrivez à la page 42, dans les eaux tumultueuses de ces interrogations, une petite intuition me gardait à flot. J'avais le sentiment qu'il brûlait en chacun de nous un besoin d'altérité et que ce besoin saurait toujours nous guider vers ceux qui nous sont importants. À quel moment vous avez vu l'océan la première fois ? Alors, j'ai vu l'océan la première fois quand j'étais enfant, enfin tout petit, donc je devais avoir, je pense, 5 ou 6 ans à peu près. Je me souviens pas honnêtement de cette première rencontre. Je me souviens par contre d'une rencontre plus lointaine, enfin un peu plus tard en fait, un peu plus âgé. Je partais en Bretagne avec mes parents, puis il y avait une grand-mère en fait qui m'emmenait dans les mares de marée basse et voilà, et qui me faisait découvrir ce monde en fait qui était en dessous, quoi. Donc, j'ai découvert d'abord par ces petits coquillages fermés, voilà, donc les coquillages, les crustacés, les crevettes, tout ça, c'était pour moi fascinant. C'était vraiment fascinant. Ouais. Parler de rêve, c'est un rêve ou tout du moins un cauchemar, on peut dire plus ou moins, c'est plutôt un cauchemar. Alors en fait, il y a un cauchemar initial. C'est le cauchemar qui va déclencher une quête de sens, une quête personnelle, et qui va me faire franchir un pas qui m'emmènera justement au bout du monde.
Et ce cauchemar, en fait, est récurrent dans le roman. Il revient toujours pour m'inciter à continuer dans ma démarche, pour aller chercher toujours plus profondément en moi et pour lui permettre, en fait, à ce cauchemar de se transformer, de trouver, en fait, la source quelque part de sa naissance, plonger dans cette source, aller au cœur, en fait, de son origine et le transformer, en fait, en un rêve, en transformant tout simplement une vision de la société qui m'habitait pendant longtemps, en tout cas. Alors, vous étiez attiré vers le Moyen-Orient, vers l'Australie. Finalement, vous êtes parti en Polynésie. Ouais. Et pourquoi le choix de la Polynésie ? Honnêtement, je me l'explique pas. J'ai jamais eu de fascination. Enfin, en tout cas, avant, j'avais aucune fascination pour la Polynésie. Le rêve de Tahiti, Bora Bora, m'avait jamais vraiment percuté. Et puis, quand je me suis retrouvé justement donc en fin d'études, donc là j'avais à peu près 23-24 ans, j'étais en fin d'études, je m'étais formé pour être prof de plongée, et puis je me rendais compte que tout ce que j'avais appris ne me correspondait pas finalement, quoi. Je voulais pas emprunter la voie qui était associée aux études que j'avais faites, donc en biologie marine. En tout cas, donc l'aspect scientifique me suffisait pas. Du coup, je suis parti dans cette quête de sens. Et en fait, ça s'est imposé à moi lors d'un salon du voyage où je suis parti. C'était un salon de la plongée, je crois. Et je suis tombé sur le stand de Tahiti. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est là-bas que je vais aller. Et en fait, ce qui m'a attiré, c'est surtout son éloignement. C'était le fait que ça soit très loin et surtout au cœur de l'océan Pacifique, au milieu en fait de la plus grande zone libre de l'océan mondial. Je trouvais ça intéressant d'aller là-bas pour me trouver. Donc ça, je l'ai compris en fait vraiment au fur et à mesure, et après pourquoi j'étais parti en Polynésie. Et dès lors que j'ai mis le pied là-bas, c'est un lieu qui m'a parlé tout de suite. Et finalement, quand j'en ai parlé par la suite avec des Polynésiens qui sont très sensibles et qui sont encore dans leur relation un peu animiste en fait au lieu, j'ai compris leur manière d'exprimer, parce que c'est comme ça que je l'ai reçu en arrivant. L'île me parlait, l'océan me parlait, et je découvrais ça. Donc je découvrais en fait donc le fait qu'on puisse personnifier une île et échanger avec, qu'on puisse être en lien avec une baleine autrement que par la simple vision. Donc là il y a eu tout un éveil, on va dire, un monde sensoriel que j'avais jusqu'à présent, je pense, profondément caché en moi, possiblement parce que j'en avais peur, mais qui a toujours été là dans tous les cas. Alors le livre s'appelle Initiation Pacifique, rencontre au singulier avec les êtres de l'eau au pluriel. Dessus il y a un bel animal, la couverture est bleue, on voit cet animal qui vient en transparence. Moi je pensais que c'était un livre sur les dauphins, c'en est pas un. J'avais pas chaussé mes lunettes, et puis on met beaucoup de temps à les atteindre, les baleines, comme vous avez dit. Vous nous emmenez donc en Polynésie et on fait un véritable carnet de voyage avec toutes les rencontres que vous pouvez faire là-bas. Alors vous cherchez un peu le paradis, vous dites en plein milieu du Pacifique. Pacifique, l'initiation pacifique, c'est aussi le nom de cet océan qui est Pacifique. C'est aussi une quête de paix. C'est clairement une quête de paix en fait. Toute la partie, tout le cheminement qui est au début du livre, qui prend la forme d'un carnet de voyage, c'est aussi l'occasion de poser des interrogations et d'avancer. Quelque part, en fait, de me déshabiller petit à petit de tout ce qui constitue, ce qui ne constitue pas vraiment l'essence de ma personne, tout ce qui va être un limite, tout ce qui est culturel. Et petit à petit, dans ce voyage, je vais à la fois me déshabiller en fait de ma culture pour me retrouver, et du coup pour me retrouver en échange avec des lieux, avec des personnes qui vont particulièrement me parler. Donc les personnages qui sont présentés dans le livre sont tous des recompositions, des personnages qui ont été importants dans ma vie. Donc ce sont tous des personnages fictionnels. Et il y a un personnage qui était à l'époque totalement fictionnel, en tout cas quand j'ai écrit, c'est Moana. C'est Moana. Moana en fait à l'époque n'existait pas, si ce n'est peut-être profondément en moi. Et j'ai eu besoin de partir là-bas pour le trouver, pour lui permettre en fait quelque part de s'exprimer et de m'enseigner ce qu'il avait à m'enseigner. Et il se trouve que par la suite, j'ai rencontré un personnage qui faisait totalement écho à Moana, comme j'ai rencontré d'autres personnages qui faisaient écho à d'autres personnages que j'avais écrits. Donc il y a en fait l'écriture de ce livre s'est fait en plus de manière totalement intemporelle. J'ai commencé par la page 150
j'ai repris le début, donc j'ai raconté en fait tout le cheminement des débuts, et ensuite on plonge en fait quelque part en profondeur en soi pour trouver un lieu de ressource en fait où il est possible de tout transformer, de tout faire renaître. C'est moi là le point de pivot, le point de bascule. Justement, à la page 152, puisque vous dites que vous avez commencé à la page 150, vous parlez de ce mauvais rêve qui a commencé quand vous avez réalisé que la plupart de vos besoins n'émergeaient plus de vous, mais qu'ils étaient créés de toutes pièces pour mieux satisfaire les intérêts d'autres personnes. Pire parfois, pour mieux garantir le confort de votre entourage. On vit tout ça, est-ce qu'on vit vraiment sa vie? Cette partie-là, en fait, se trouve juste après une plongée. Et c'est cette plongée, en fait, c'est le récit de cette plongée qui a commencé l'écriture, en fait, de ce livre. Et c'est une sorte de... Donc cette plongée, c'est la quintessence de tout ce que j'avais pu expérimenter en profondeur et dans l'eau, on va dire, avant l'écriture de ce livre. Donc c'est une vision à la fois éthérée et empreinte d'une sorte d'émotion pure, de ce que l'océan me renvoie, de ce que je vis en fait quand je suis à son contact, ou en tout cas dans cet élément. Et voilà, et c'est vrai que là, il y a le retour, la sortie de l'eau qui succède en fait cette plongée. Ce moment en fait où on doit quitter cette forme idéale qui se trouve tout au fond de nous et je pense qu'on connaît tous, une forme de lumière en fait, en tout cas qui peut nous animer tant qu'on connaît son existence et qu'on se laisse guider par elle. Et puis il y a ce moment en fait où je sors de l'eau et où je dois enlever mon détendeur pour respirer à nouveau et que je vis comme un arrachement. Il y a un moment dans le livre où vous dites que vous poussez un cri, vous avez poussé un cri comme quand on vient au monde. Ouais. Parce que finalement aussi ce livre c'est aussi le fait, c'est une naissance quelque part. C'est une naissance, c'est pas une renaissance mais c'est une naissance à soi, ouais, clairement. Et il y a tout un cheminement qui permet, je dirais que c'est un peu comme tout cheminement héroïque au sens symbolique du terme dans le voyage du héros, où pour pouvoir, le Graal, que chacun est héros de sa propre vie, hein, j'entends, on va chercher, c'est je pense cette forme de vérité qui existe en nous et qu'on doit juste laisser s'exprimer. Voilà, et pour laquelle on doit aussi se battre, parce qu'il y a toute l'empreinte culturelle qui ne nous appartient pas et avec laquelle en fait on doit composer. Donc c'est ça, ouais. Ouais, vous dites quel risque sommes-nous prêts à prendre pour vivre nos rêves, hein, parce que c'est ça, quel risque on est prêt à prendre. Dans les rêves qui ne sont pas vécus, il y a une part de fantasme, ça peut nous véhiculer en fait dans la vie, mais quand on vit un rêve, quelque part, quand on l'inscrit dans la réalité, on imprime en fait la réalité partagée avec l'ensemble des gens avec lesquels on vit, le fait de cette teinte. Et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses parce que ça va potentiellement inspirer aussi d'autres personnes à vivre leurs propres rêves, et c'est tout l'objet de ce livre. Moi, je raconte en fait un voyage dans le Pacifique et une initiation personnelle avec l'océan, mais chacun vivra à sa façon. Il n'y a pas d'exemplarité dedans, mais chacun peut vivre à sa façon. Donc quel risque sommes-nous prêts à prendre pour vivre nos rêves? Ça, c'est une bonne question. Il y a une part en fait, de mourir à soi-même. Mourir pas à soi-même, mais mourir à ses illusions. Moi, j'ai eu la chance j'estime que c'est une grande chance d'avoir vécu plusieurs de mes rêves. Des rêves que j'avais quand j'étais enfant. De m'y être accroché pendant longtemps, d'être battu pour ça, et de les avoir laissés exister dans ma réalité. Quand on vit ça, une fois que le rêve est devenu réel, il n'est plus dans le monde du rêve. Mais le monde du rêve, en fait, donc le monde de la réalité, c'est transformé. Vous racontez des histoires que vous n'avez pas encore vécues. C'est un peu ce qui s'est passé avec votre chaman, Moana. Vous le racontez dans l'histoire, c'est une fiction dans l'histoire, mais vous le rencontrez après. Or, il est arrivé, quand vous étiez jeune, de raconter une histoire à une jeune fille que vous avez vécue plus tard, bien plus tard après. Comme si le fait de se raconter des histoires pouvait les faire exister. En fait, j'en suis venu justement à me poser beaucoup de questions, donc en écrivant ce livre, et surtout en fait en observant à quel point il y avait une perméabilité entre la réalité et le monde du rêve, et que de même que quand on rêve, en fait, la temporalité n'existe pas.
le passé, le futur, le présent s'entremêlent et en fait il n'y a pas de réalité au temps. Je me suis rendu compte en écrivant ce livre qu'en effet il n'y avait pas de réalité au temps non plus potentiellement dans la réalité. Puisque rencontrer des personnages qui ont été écrits avant, c'est pas dans l'ordre naturel du temps comme on nous l'enseigne finalement. Et en effet, il y a... C'est l'histoire du déjà-vu. Ça va beaucoup plus loin que le déjà-vu, parce que c'est précis. C'est quelque chose qui se matérialise. On ne sait jamais vraiment d'où ça vient, mais quand la chose se présente, il apparaît évident pour chacune des personnes qui va le vivre que c'est ça qu'on avait imaginé, qu'on avait voulu, mais comme dans un rêve par exemple, on va rêver de son père, de sa mère, d'un ami, et puis il aura un autre visage, il aura une autre voix, ça sera peut-être un homme, une femme, mais on saura que c'est lui, on saura que c'est elle. Et c'est évident. C'est évident, finalement, sa forme, peu importe. Mais l'expérience vécue, en fait, intimement parlant, est là. Et c'est la même chose quand on rêve, en tout cas quand on rêve de quelque chose et qu'on le réalise, une fois que ça se réalise, et ben c'est là, c'est ok, tout ce que j'avais projeté dans ce rêve n'a peut-être pas la même forme, mais c'est là en train de se réaliser. Et ce personnage que j'avais finalement écrit, que j'avais voulu rencontrer en moi, trouve un écho dans la réalité, un peu comme pour m'inviter à expérimenter pleinement et assumer pleinement tous les messages en fait qu'il m'a offert en fait en l'écrivant et ensuite que j'ai appris dans la réalité avec lui. Deuxième partie de cette au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, toujours avec Jean-Charles Grandjean. Initiation pacifique aux éditions Vega pour une rencontre avec les êtres de l'eau. On continue cette émission, là j'aimerais que vous nous parliez parce que c'est un voyage, un carnet de voyage, mais aussi un carnet de voyage intérieur. Et vous marquez comprendre la vie me semblait un réel défi. D'ailleurs, parmi toutes les sciences biologiques, l'anatomie comparée avait retenu toute mon attention, et notamment les mécanismes et transformations complexes que la sortie de l'eau avait provoquées dans l'organisation du corps des êtres vivants. Vous vous rappelez quand même qu'on vient de l'eau, qu'on est sorti de l'eau, et que chez les animaux, l'organe le plus représentatif de cette évolution était le cœur. Était le cœur. Vous pouvez un peu développer parce que c'est intéressant ça. Alors c'est quelque chose qui m'avait en effet profondément marqué. Quand je faisais de la biologie comparée, et c'est quelque chose qui me semble assez dingue. Finalement, on est tous des êtres de l'eau. Et quand je dis tous des êtres de l'eau, c'est-à-dire que toute forme de vie qui vit sur Terre, que ce soit une plante, que ce soit un animal, que ce soit un humain, que ce soit un oiseau, on est tous des êtres de l'eau. On est tous véhiculés par une goutte d'eau qui va exister sur Terre grâce à un scaphandre organique extrêmement complexe et élaboré, qui va lui permettre d'expérimenter une réalité en dehors de l'océan. Donc c'est vrai que je me suis souvent posé cette question, je me dis mais finalement, quand nous on va dans l'eau, en tant qu'humain, il faut qu'on mette un scaphandre. Et on doit accessoiriser notre corps pour pouvoir expérimenter en fait un autre milieu. Et je me dis peut-être que la vie en fait a mis 3 milliards d'années et elle a inventé une multitude de scaphandres comme ça, donc de scaphandres animaux, de scaphandres végétaux, pour expérimenter donc une réalité justement aérienne. Donc le retour à l'eau se pose toujours en fait en me disant finalement j'ai envie de mêler l'eau qui m'habite à l'eau de l'océan, parce que j'ai envie d'y retourner. Oui, ou à la matrice. Exactement. Parce que la mer et la mer, c'est quand même... Donc, pourquoi ça passe par le cœur? Parce qu'on a un cœur plus développé, non? Le cœur d'une banane, il pèse combien? Si on parle, en fait, dans l'oncogénèse, en fait, le processus de développement des organes dans toute la phase embryonnaire, donc jusqu'au stade adulte, on passe par différentes configurations, quelque part, du corps. Et on expérimente, du coup, différentes formes et, quelque part, un nouveau d'évolution. Depuis la bactérie, donc la protobactérie, qui est une cellule un peu plus complexe,
elle va se développer en fait et changer de forme plusieurs fois avant d'arriver à la forme aboutie qui va naître. Et donc le cœur va passer à travers plusieurs stades. Il ne sera pas forcément fonctionner de la même manière, mais il va passer à travers plusieurs stades, comme la vie est passée depuis 3,5 milliards d'années à travers plusieurs stades, et qui lui a permis en fait de sortir de l'eau. Donc le cœur avait une forme assez simple, une pompe avec un tube droit quelque part qui permettait une circulation. Et quand on passe à l'amphibien, eh ben, on va avoir une double circulation avec la respiration donc par la peau et la respiration donc par les branchies au stade larvaire. Et en fait, le cœur va se complexifier de plus en plus pour nous permettre de devenir des êtres purement terrestres, passer par un système pulmonaire qui va permettre de respirer dans l'air et non plus dans l'eau. Donc il y a vraiment une complexification, mais finalement cette complexification raconte aussi toute une étape de sortie d'eau. On va parler un peu d'amour, parce que... Oui, parce que là, oui. Ça, j'ai beaucoup aimé cette passée-là. Pourquoi est-ce qu'on peut choisir d'aimer quelqu'un plutôt que choisir quelqu'un d'aimer? Vous rencontrez une grand-mère là-bas sur une île et qui vous propose de vous donner une de ses petites filles, c'est-à-dire de vous marier un peu contre vous, et ça vous fait beaucoup réfléchir. Ouais, déjà ça m'a beaucoup surpris. C'est une expérience tout à fait réelle. C'était en fait donc la personne qui s'occupait du ménage dans la pension, puis avec qui je discutais beaucoup. Et en fait, un jour, elle me propose de m'offrir une de ses petites filles. Et alors là, je suis un peu tombé de ma chaise. C'est pas de vous l'offrir, mais de vous la marier. Oui, c'est ça. C'est de la marier. Voilà, et c'était une pratique qui se faisait régulièrement en Polynésie avant, quoi. Donc, là, je me suis posé la question du coup de l'amour, de ce que je pouvais en connaître, et surtout des limites de ce que j'en connaissais. Je me suis dit, mais finalement, il doit exister une forme d'amour pur qui fait que on peut aimer n'importe qui. Et finalement, le fait de se délester de tout son carcan culturel, etc., c'est aussi peut-être de l'accepter simplement et d'en reconnaître les limites et de les dépasser. En fait, chaque personne qui se présente à nous. Donc là on parlait de relations de couple, mais ça m'a fait réfléchir de manière beaucoup plus vaste, parce que chaque chose qui vit est potentiellement aimable, et en fait tout ce qui nous empêche d'aimer tout ce qui nous entoure et ceux qui nous entourent, c'est possiblement des croyances et différentes choses. Alors, est-ce que vous n'aviez pas tendance à regarder toutes les petites filles pour voir laquelle vous allez... Non, pas du tout. Non, en fait, à l'époque, j'étais pas du tout dans une optique de chercher une quelconque relation que ce soit. C'était vraiment un voyage introspectif. Et puis c'était vous mettre une corde au pied, là, hein, vous étiez un peu coincé. Il y a de pires endroits pour se mettre des cordes au pied que le Pacifique. Et que c'est aussi une vision d'un jeune homme inexpérimenté, je pense aussi en amour, et qui peut-être très intellectuel, en tout cas à ce moment-là, et qui va se poser plein de questions. Alors, il n'y en a peut-être pas tant à se poser. C'est ce qu'on appelait un mariage de raison. Un mariage de raison, potentiellement, c'était ça, ouais. Alors, vous êtes quand même parti là-bas pour trouver un peu le paradis, hein, et vous dites, à un moment, j'ai traversé la moitié de la planète, et dès ma première journée, le paradis, entre guillemets, avait posé sur moi ses premières voiles d'obscurité. Si seulement j'avais su rester aveugle à tout cela, tellement de gens y parviennent si bien. Est-ce que était-ce une malédiction de vouloir regarder au-delà de ce que l'on voulait bien me montrer, peut-être que je ne regardais pas de la bonne façon? Ce soir, j'aurais aimé que cette réalité me laisse en paix. Vous vous rappelez à quel moment c'est dans le livre? Bien sûr, et c'est vrai qu'en fait, je pense que dans toute démarche personnelle, et même qu'il y ait une démarche personnelle ou pas, mais quand on part très loin, on est face à un nouvel environnement qui va d'abord nous fasciner, attirer notre attention et nous faire oublier qui on est et ce avec quoi on voyage en fait. Et puis, inévitablement, au bout d'un moment, c'est plus ou moins long selon les personnes, quelque part, en fait, qui on est se représente à nous. Et moi, j'étais précisément en fait allé sur place parce que je voulais me libérer en fait de ces croyances qui
qui m'habitait, mais enfin, qui habite, je pense, beaucoup de gens, qui m'habitent toujours. Hein, je veux dire, il n'y a aucune forme accomplie aujourd'hui, mais c'est... disons qu'en fait, au bout d'un moment, et en fait assez rapidement, tout ce qui m'avait fait voyager s'est représenté à moi. Et en fait, j'ai compris que mon voyage, que j'allais devoir continuer à voyager avec ça. Que c'était pas la peine de chercher à fuir, à partir toujours plus loin pour laisser ça toujours derrière moi. L'objectif de ce voyage, c'était quelque part de me confronter au cauchemar et de plonger pleinement dedans pour en comprendre l'essence. Alors, il y a des dahus chez eux qui s'appellent les Aripes, on n'en parlera pas plus, ça on laissera C'est pas chez eux, c'est pas chez eux. C'est dans une île à côté, non? Non, les Aripes, c'est une histoire en fait, que mon grand-père me racontait, et c'est des animaux mythiques qui vivent dans les monts du Lyonnais, en tout cas dans l'esprit des gens qui acceptent c'est les dahus lyonnais. C'est une sorte de dahu lyonnais, ouais. Bon. J'aime beaucoup ces histoires, ça raconte beaucoup de choses en fait. Oui, on va parler de quelque chose de beaucoup moins drôle, c'est la maladie de Tahiti, ouais. Le CPE. Le CPE, ouais, le centre d'expérimentation, donc le CEA, le centre d'expérimentation du Pacifique, le CE, ouais, qui, disons qu'en fait, en fait, il faut se rappeler justement du lien qui existe entre la France et ce territoire. On n'a pas colonisé ce lieu par hasard. Quand il y a eu la guerre d'Algérie, avant que la guerre d'Algérie, durant l'occupation française en Algérie, les premiers essais nucléaires étaient faits dans le désert. Et puis, quand il y a eu les événements, justement, donc la guerre d'Algérie, il y a eu tentative de rapatrier ces essais nucléaires d'abord sur le territoire. Ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais en fait en Corse, devant le golfe de Galeria. Et puis, les Corses se sont levés contre ça. Et ils ont bien fait. Ils ont vraiment bien fait. Et le Pacifique, les atolls, étaient suffisamment loin de nous. D'ailleurs, de manière globale, quand on regarde un petit peu les territoires d'outre-mer qui sont gérés par la France, parce qu'elle a choisi quelque part de les gérer, parce qu'elle les a colonisés, sont toujours assez loin de ce qui se passe en métropole. Donc c'était assez facile d'aller mettre en place un centre d'expérimentation là-bas. Et ce centre d'expérimentation, en fait, ça a été... Bon, il y avait toute une histoire avant ce centre d'expérimentation, mais ça a profondément métamorphosé la société polynésienne. Une société qui était jusqu'alors, on va dire, autonome sur beaucoup de points, au niveau alimentaire, au niveau énergétique, avec des besoins qui n'étaient pas du tout les mêmes, hein, on s'entend. Mais quand le CEP en fait, est arrivé là-bas, il y a eu en fait le début de l'importation de tout ce qui pouvait se faire en Polynésie, c'est-à-dire que plus rien n'était produit en local, ou très peu de choses. Donc l'énergie était importée aussi, le pétrole était importé. Ils gagnaient plus d'argent quand même. Hein. Ils gagnaient de l'argent parce qu'ils travaillaient pour l'État. En fait, c'est comme dans toutes les zones qui sont colonisées. L'argent arrive au départ. Donc l'argent arrive au départ. Donc la notion de richesse et de pauvreté en fait arrive. Les gens qui y ont accès deviennent riches, ceux qui n'y ont pas accès deviennent pauvres. Et du coup, chacun va commencer à s'enfermer dans un schéma d'existence où certains sont pauvres, certains sont riches. Et qui est un schéma en fait qu'on sait très bien ici aussi qui peut être très enfermant parce que très stigmatisant d'un point de vue sociétal. Donc le CEP en fait a vraiment apporté ça au-delà des essais nucléaires et aujourd'hui en fait de façon avérée des conséquences des essais nucléaires sur la santé publique et sur la faune et sur l'écosystème sur l'écosystème en fait des atolls qui ont été touchés puis alentour aussi sur le corail donc c'est sûr que donc le CEP c'est la partie du livre qui fait réfléchir. C'est une partie du livre qui fait réfléchir parce que c'est vrai que ça parle en fait clairement de colonisation et ça parle d'une colonisation assez violente finalement d'un point de vue environnemental. Hein. Et ça nous amène sur aussi votre réflexion, je ne sais pas à quel moment vous l'avez eue,
vous faites le rapport entre les deux extrémités de la planète, avec l'humanité qui s'est engagée dans deux épopées différentes. Vous parlez de la Méditerranée qui a envahi un peu le monde, on peut dire entier, avec une façon de vivre un peu différente. En fait, c'est un modèle de, disons que c'est entre le Pacifique et la Méditerranée. Voilà, expliquez-vous, vous expliquerez mieux que moi. En fait, c'est l'explication d'un modèle de société qui s'est imposé plus tôt, on va dire, en Méditerranée, mais qui s'est ensuite répandu dans le reste du monde. En fait, c'est une déconnexion assez profonde du milieu de vie dans lequel on existe, finalement, de cette réalité qui est d'abord faite d'une réalité d'autres formes de vie avec lesquelles on collabore. Donc, dans le bassin méditerranéen, Ulysse, vous parlez d'Ulysse. Voilà. Donc en fait, Ulysse, l'Odyssée d'Ulysse est une Odyssée héroïque du coup, qui raconte quelque part comment l'homme va prendre possession du milieu qui l'entoure et va tuer chacun de ses mythes pour s'agrandir et puis pour prendre le contrôle finalement sur le monde et pour devenir dominant. Alors après, j'ai un regard aujourd'hui, parce que bon, j'ai écrit ce livre pendant longtemps, puis certains passages en fait datent d'une certaine époque aussi, ça a un peu évolué. Ce qui est certain, c'est que les modes de vie aujourd'hui qui sont encore animistes en fait sont encore connectés avec le milieu de vie qui les entoure. Quand on s'est déconnecté du milieu de vie, forcément en fait on vit dans un tout humain. Et ce tout humain en fait devient essentiel, devient dominant, et tout le reste quelque part sort de notre champ de vision. Donc ce qui s'est passé, c'est que la Polynésie a été colonisée par l'humain beaucoup plus tard, en tout cas sur une période plus longue, par des grands navigateurs qui venaient pas de Méditerranée, qui venaient d'Asie du Sud-Est. Et a priori, en fait, l'origine du peuplement de Polynésie date d'environ 7000 ans. Ah, quand même. Alors 7000 ans, en fait, c'est la première source de déplacement en Asie du Sud-Est. Et les premières arrivées, en tout cas dans le Pacifique, ce serait fait il y a à peu près 1600-2000 ans. Et de manière progressive, en fait, ce peuple a colonisé en fait toutes les îles, mais toujours en fait guidé par une vision du monde intégrative qui intégrait l'océan, l'ensemble du vivant, avec une vision très différente. Où, par exemple, pour eux, quand on parle du temps, donc le présent se situe, bien sûr, là où il se trouve, le passé se situe devant eux et l'avenir se situe derrière, parce qu'on est capable de voir le passé, mais on ne voit jamais l'avenir. C'est intéressant. C'est intéressant. De même qu'il y a un effet créateur de la pensée qui est matérialisé à travers des histoires, par exemple. Les navigateurs ne naviguent pas vers des îles. Ils se mettent en acte de navigation et les îles se présentent à eux. C'est-à-dire ils sont face à l'île quand même. Ils naviguent, ils partent dans l'océan. Il y avait toute une manière de le faire parce qu'ils étaient loin d'être inconscients. Donc ils avaient une lecture du ciel qui était extrêmement fine. Ils avaient déjà connaissance en fait des notions de longitude et de latitude à leur manière, pas comme nous, mais à leur manière ils savaient s'orienter comme ça. Et c'est ça, c'est qu'en fait, ils se mettaient en acte de navigation et les choses se présentaient à eux. Donc en fait, l'île émergeait quelque part, en fait, pour eux.
Initiation pacifique aux éditions Vega pour une rencontre avec les êtres de l'eau. On continue cette émission. Est-ce que ces îles sont en danger? Les îles de type atoll, bien sûr, sont en danger. Les îles hautes sont moins en danger, même si la montée des eaux se manifeste aussi dans ces îles montagneuses. Mais quand on parle de la Polynésie, en fait, on parle vraiment d'archipel. La Polynésie française, en fait, intègre plusieurs cultures qui s'est basée sur plusieurs environnements différents. Donc il y a des archipels, en fait, comme les Tuamotu, qui sont des archipels d'atoll, d'îles basses, et des archipels, en fait, d'îles montagneuses, comme Tahiti, Moorea, les Marquises, donc l'archipel des Australes tout au sud, en fait, Urutu. Donc voilà, il y a plein d'environnements différents, et c'est certain que les habitants des atolls vont être beaucoup plus touchés, en tout cas beaucoup plus rapidement que les autres. Donc l'intérêt justement de regarder que côté Pacifique, les hommes restèrent en lien avec leur environnement, attentifs à leurs rêves et aux signes que la mana exprimait à travers la nature, et côté méditerranéen, l'humanité s'engageait dans une réflexion anthropocentrée qui dure depuis 3000 ans. 3000 ans à chercher le pourquoi du comment, une montagne de connaissances accumulées sur une terre à la nature décimée. C'est intéressant de se rendre compte que cet océan Pacifique, il porte bien son nom quelque part. Cet océan Pacifique, il porte en effet alors, bien son nom. Ça dépend où on se trouve dans le Pacifique, oui. Parce qu'il est parfois, il peut se montrer assez. Où ça en fait, donc, où il ne faut pas aller, dites-moi. C'est pas où il ne faut pas aller, il faut aller partout en fait. Il faut aller partout, puis explorer, puis chaque manifestation de l'océan va apprendre quelque chose. Rechercher en fait un calme perpétuel, c'est pas forcément, en tout cas c'est pas ce que raconte la vie. La vie c'est pas ça. Donc, mais dans l'archipel des Marquises typiquement, l'océan est beaucoup plus fort, beaucoup plus levé que dans certaines zones de Tuamotu, à certaines périodes on s'entend, ou que dans les îles sous le vent. Après bon. Si on parle de la forme de l'océan, moi j'ai appris beaucoup en fait en naviguant en tant que prof de plongée par exemple, même à Marseille. Donc là, je sors un peu du contexte, mais au début quand je sortais et que la mer était démontée, ça me faisait peur concrètement. Mais bon, j'avais du monde avec moi, je devais faire attention à tout ce monde-là, et je me suis rendu compte très rapidement que tant que j'avais peur, les gens avaient peur. Et ne plongez pas quand la mer est démontée quand même. Si, du coup en fait on plonge mais dans des sites qui sont abrités, mais pour y avoir accès il faut passer des zones qui sont démontées. Et en fait dans ces zones démontées, au début j'étais habité par la peur, et puis petit à petit en fait j'ai commencé à trouver ça agréable, amusant. J'ai commencé à jouer avec l'eau quand elle était en colère, à jouer avec elle en fait, et finalement à trouver une forme de paix là-dedans, une forme de joie. Et petit à petit, ce qui se manifestait dans l'entourage, c'était de la joie. C'était plus de super, aujourd'hui, ça va bouger. Donc aujourd'hui, tout le monde va se tenir et on va passer un bon moment. Et parce qu'en fait, on va vivre quelque chose de fort et d'intense. C'est pas ce qu'on vit quand la mer est très calme. Quand la mer est très calme, on vit autre chose. On vit une forme d'apaisement. Mais la vie, c'est à la fois des moments d'apaisement puis des moments... Oui, et c'est difficile d'avoir du calme, comme vous le remarquerez dans cette émission où on essaye de trouver du calme en plein Paris. Et c'est vraiment pas facile. Alors sous l'eau, est-ce que c'est calme sous l'eau? Est-ce qu'on va y arriver quand même à rencontrer la bête qui est sur votre couverture de livre? On va arriver à parler un peu des poissons, on n'appelle pas ça des poissons, les baleines. Non, les requins non plus. Alors, les requins, c'est des poissons. Enfin, en tout cas, ils sont définis comme étant des poissons. Les baleines, non. Et les baleines sont définies comme étant des cétacés qui sont des mammifères marins, qui font partie des mammifères marins. Il y a toute une série, en fait, toute une différence entre les différents mammifères marins. Mais du coup, la baleine est un mammifère, et quand on est face à une baleine, quand on regarde en fait l'œil d'une baleine, on voit l'œil d'un mammifère, et on voit quelque chose qui nous parle, qui me parle. Vous voyez-vous, non? Parce qu'elle doit avoir un œil immense. En effet. Donc vous reflétez dedans, non? En tout cas, elle va... la baleine, l'origine symbolique en fait de la baleine, c'est la même origine que l'océan. Disons que c'est deux représentations symboliques du même archétype, et c'est quelque chose d'immense qui peut à la fois nous avaler, mais en même temps qui nous donne naissance. C'est Jonas. C'est Jonas, exactement.
Donc quand on est face à l'œil d'une baleine, quand on est un peu sensible à ça, quelque part on voit une certaine forme de vérité. Et en effet, quand on est très près, et c'est ce qui est raconté du coup dans le roman, on peut imaginer voir son reflet et voir une certaine vérité de soi dans l'œil de cet animal. Là on parle vraiment de symbolique animale. Voilà. Là vous dites que malgré la démesure de ses proportions, son regard était familier, trop familier peut-être. Ouais. C'était pour, en fait, quand je raconte ça, c'est une manière d'introduire un personnage. Ça, vous l'avez vraiment vécu? Oui, des rencontres très proches avec les baleines, oui. Et après, je l'ai raconté sous forme un peu fictionnée là-dedans pour faire le lien avec Moana. Moana, c'est le chaman, c'est celui qui va amener vers une forme, vers ce que le personnage recherche, parce que je recherche dans ce livre, c'est se découvrir, c'est se connaître soi-même et découvrir une forme de vérité de soi. Et quand je rencontre cette baleine, elle me renvoie à cette même recherche de vérité. Donc je me pose la question à un moment donné, mais est-ce que cette baleine n'est pas Moana? Est-ce que cet animal et cet homme ne sont pas finalement la même chose? Donc il y a tout un questionnement constamment entre qui est ce personnage qui est rencontré du coup le personnage de Moana, pour comprendre petit à petit qu'en fait c'est une part de moi. Quoi. Et le requin, alors, parce que les requins ils apparaissent aussi, ça ne vous faisait pas peur, ça, ils étaient là quand même. Si, bien sûr, alors j'ai passé beaucoup de temps avec des requins, j'en ai filmé beaucoup des requins. Bien sûr que j'avais peur au début quand j'étais avec les requins, mais c'était beaucoup de peur projetée de tout ce que j'avais appris, tout ce qu'on m'avait dit en fait des requins, des films aussi. C'est un côté fascinant, c'est un seigneur et en même temps le requin pour moi c'est un animal qui apprend quelque chose d'essentiel dans toute existence, c'est le positionnement. C'est-à-dire que quand on est face à un prédateur comme ça, quand on est un primate, quand on est un singe, concrètement parce qu'on est des singes, il faut quand même se rappeler, et qu'on se trouve dans l'eau, on n'est pas dans notre élément, on est peu mobile. Et on se trouve face à un poisson en fait qui lui est parfaitement adapté, qui est rapide, qui est affûté pour vivre dans ce milieu. Donc quand on se retrouve face à lui, en fait on se livre totalement à un prédateur. Et la seule chose qui nous permet de maintenir une distance vis-à-vis de lui, c'est pas de courir en arrière parce que là dans ce cas-là on se présente comme une proie vis-à-vis de lui, c'est le positionnement intérieur qu'on va adopter. C'est facile à dire, mais je pense que ça doit être moins facile à faire. Disons que... Parce qu'ils sont en bande en plus. Ils sont jamais tout seuls. Ça dépend des espèces, mais je me suis retrouvé du coup à la fin du livre qui a plongé en fait dans des meutes de requins la nuit, de 700 requins en fait la nuit. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait il n'y a pas d'agressivité. En fait, les requins ne sont pas là pour nous. Ils peuvent venir vers nous parce qu'ils sont curieux. Et en fait, il y a déjà très peu d'espèces qui s'intéressent d'un point de vue prédateur en fait à l'homme. Ensuite, l'homme n'est pas un animal marin. Parce que les animaux marins ne nous connaissent pas. Même si on est coupé, on dit qu'il ne faut pas saigner, etc., même si on est blessé. Alors, oui, bien sûr, disons qu'en fait, donc la raison pour laquelle on dit ça, c'est que les requins sont capables de... en fait, ils ont un odorat qui est extrêmement affûté et ils vont pouvoir déceler en fait, du sang dans un milieu à grande distance. Cela dit, ce qui va les déclencher leur comportement de prédation, c'est surtout en fait le comportement qu'on va adopter vis-à-vis d'eux. Donc on peut saigner, ils peuvent aussi... L'idée c'est quand même de ne pas saigner. Mais moi je me suis mis plusieurs fois à l'eau avec des requins, typiquement avec des requins blancs. Et pour les faire venir, en fait, on est obligé de mettre du sang dans l'eau. Donc souvent il y a des appâts, il y a des poissons qui sont posés dans l'eau. Et en fait le sang est mis dans l'eau pour pouvoir faire venir les requins. Et on se trouve dans un environnement qui est chargé de sang pour pouvoir avoir des approches assez proches. J'ai jamais été attaqué, mais notamment parce que je ne me suis jamais présenté comme une proie. Et puis si vous aviez été attaqué, je pense que vous ne seriez pas là pour nous en parler. Oui, c'est ça, en tout cas peut-être pas avec tous les moments. Mais Quoi qu'il y avait une vidéo passée où il y a une gamine qui a réussi à s'en sortir simplement en lui mettant la main dans la gueule ou en le mouvant, je ne sais pas. En fait, il suffit de repousser le requin pour qu'il quelque part il prenne cette distance. Et après, il va rester là. Et le regard du requin par rapport au regard de la baleine n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, non. Beaucoup plus froid, si on doit lui donner un qualificatif en tout cas. C'est pour ça qu'on appelle les requins les gens sur Terre qui sont assez... assez froid peut-être en effet. En fait, on ne voit pas d'état d'âme, on voit
On ne voit pas dans le regard de n'importe quel mammifère, on va reconnaître des émotions qu'on peut expérimenter en tant qu'humain. Et comme les mammifères sont assez proches de nous de manière générale, tout ce qui nous rapproche d'un mammifère marin, c'est son œil, son regard. Quand on parle d'un poisson, on parle d'un animal qui va avoir un regard mort. Pas forcément mort, mais... Est-ce qu'il y a de la lumière dans les yeux? Est-ce qu'il y a ce point de lumière? Le regard d'un grand requin blanc est un regard extrêmement sombre. L'œil est noir. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Les oiseaux non plus. Ouais, les oiseaux non plus. Ouais. C'est bien de s'en rendre compte. Bon, on va bientôt pas tarder de finir cette émission. Donc, vous nous parlez du langage des poissons, parce que s'ils n'ont pas la lumière dans les yeux, ils ont quand même la façon de parler. Ils parlent entre eux. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose que je l'avais appris avant parce qu'il y a pas mal de poissons qui avaient des sons en fait et qui chantent, enfin qui ont une forme de chant, de bourdonnement, qui sera très différent de ce qu'on peut imaginer que les oiseaux par exemple. Mais le chant des baleines, des requins, on les connaît. Des requins, non, mais le chant des baleines, oui. Donc le chant des baleines et des cétacés qui ne sont pas des poissons mais des mammifères, donc on les connaît puis ça nous fascine souvent en tant qu'humains. Mais les poissons eux-mêmes font du bruit finalement. Et les poissons en fait font du bruit, c'est un brouhaha constant sous l'eau en fait. Il y a un brouhaha constant et beaucoup de ces sons. Et sur Terre aussi. Et en fait ce brouhaha en fait est créé par toute la faune en fait qui vit au fond, que ce soit les crustacés mais aussi les poissons, qui vont grogner, qui vont vraiment avoir en fait émettre des sons et avoir une forme de langage que de plus en plus de scientifiques étudient d'ailleurs aujourd'hui. C'est intéressant. Alors vous dites que vous devenez des gardiens de l'océan. Ouais, en fait, alors quand je parle de ce terme de gardien de l'océan, il faut l'entendre en fait à plusieurs niveaux. C'est d'abord être gardien en fait de notre océan intérieur, de cette goutte qui nous est en fait à la naissance et qui permet la vie en nous. Et déjà être gardien de cette goutte-là. Et ensuite, forcément, quand on a conscience de l'importance de cette goutte qu'on véhicule sur Terre et qui est dans notre sang, en fait, qui est la source de notre vie. Quand on comprend sa richesse et tout ce qu'elle nous apporte, en fait, on a envie de prendre soin de tout ce qui nous entoure et de l'océan dont on est tous issus en tant qu'être vivant. Donc on devient en effet gardien de l'océan au sens propre du terme. Là, vous êtes encore en train de tourner un film, non? Ouais. On vous retrouve où, Jean-Charles Grandjean? Là, j'ai 2 films en fait en préparation, en développement. L'un en tant que producteur, c'est un film qui sera réalisé par Andrea Haug, une collaboratrice avec qui je travaille notamment sur TV1, qui s'appelle La Bulle Bleue, qui sera diffusée sur France 3 PACA. La Nuit Bleue. La Bulle Bleue. La Bulle Bleue. La Bulle Bleue, et c'est un film qui raconte le voyage d'enfants qui sont en rémission de cancer, en fait, qui quittent l'hôpital pour aller en mer. Et du coup découvrir toute l'immensité qu'on trouve en mer, qui correspond symboliquement à l'immensité et à tous les choix possibles dans la vie. Et ils vont embarquer sur un bateau, apprendre à tenir un cap à plusieurs, apprendre à coexister avec d'autres personnes et quitter quelque part une posture un peu auto-centrée, induite par la maladie, parce que la vie c'est pas ça, c'est pas vivre dans l'autocentrage, c'est aussi s'ouvrir en fait aux autres, à toute la richesse qui nous entoure en fait. Ça c'est le premier, La Bulle Bleue. La Bulle Bleue, ouais. Et le deuxième c'est La Quête du Sauvage. Donc c'est un film qui est en développement avec un champion du monde d'apnée, Morgan Monkis. C'est le Grand Bleu numéro 2? Non, ce ne sera pas le Grand Bleu. Ce ne sera pas le Grand Bleu, c'est un personnage d'une grande profondeur, Morgan. Mais on va aller ensemble en Norvège pour aller en fait justement quelque part en fait. Enfin, il va être véhiculé par une quête du monde sauvage, une quête de reconnexion en fait au monde sauvage. Et il va petit à petit. Ça sera dans la mer, là, ça sera dans la mer. Aussi, ouais. Dans la mer, ça sera au contact des orques et des baleines. Ouais. Voilà. Okay. Toute la faune, donc les grands cétacés du Grand Nord norvégien. Alors, toutes ces années vous ont ouvert la voie de la plongée intérieure, ouais. Jean-Charles Grandjean, et puis surtout le message peut-être de Moana à tous nos auditeurs, c'est laisse-toi aller avec le courant. Exactement. On peut presque terminer là-dessus parce que tout est question de ça, je crois, dans la vie. Ouais, c'est difficile, parce qu'on rame.
On rame quand on rame quand on ne se laisse pas aller. C'est d'ailleurs en fait un très bon moyen de se rendre compte quand on prend une bonne ou une mauvaise direction. Quand on commence à ramer, c'est que généralement en fait on commence à remonter le courant. Et si on prend cette direction-là, et ben ça sera potentiellement à la fin le courant gagnera. Alors, autant se laisser aller avec. Mettons notre passé devant nous. Quel est son lit à devenir? Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, l'idée c'est de se mettre en chemin, en effet, comme les Maoris, en fait, de se mettre en chemin et d'accepter en fait de se mettre en chemin. Et les choses se présentent au fur et à mesure et il s'agit juste de les accepter. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil.